Merci d'être toujours avec nous en cette fin de journée du Paris-Saclay Summit 2026 à Centrale Supélec. Les mathématiques sont partout autour de nous, je suis sûre que vous en êtes déjà rendu compte. Alors c'est vrai, souvent invisibles, mais elles structurent aujourd'hui des technologies que nous utilisons au quotidien, comme l'intelligence artificielle évidemment. Alors à présent, je vous propose un grand entretien avec un grand mathématicien justement. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Malat, professeur au Collège de France, médaille d'or du CNRS 2025 et membre de l'Académie des sciences. Il va être interrogé par Guillaume Gralet, rédacteur en chef Tech et Sciences au Point. Très bon entretien à vous deux. Merci. On peut les applaudir. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, on a avec nous un grand mathématicien et surtout un passeur entre le monde des mathématiques, du traitement du signal, de la physique et de l'intelligence artificielle. Stéphane, vous avez eu plusieurs vies. On va revenir sur ces différentes étapes qui se nourrissent, entrepreneurs, chercheurs, physiciens, professeurs. Et la toute première question, avant qu'on rentre dans le dur de vos recherches, vous avez été le premier mathématicien à avoir une médaille d'or du CNRS pour les mathématiques appliquées. En quoi ça diffère des mathématiques théoriques et pourquoi c'est important pour vous ? Alors effectivement, d'une certaine manière, c'est déjà une reconnaissance pour une communauté, les maths appliquées. Souvent en France, on voit les mathématiques vraiment du point de vue des maths pures, c'est-à-dire des problèmes qui sont déjà bien formulés de façon abstraite et qu'il va falloir résoudre en trouvant la réponse, en trouvant la démonstration. Mais en fait, l'histoire des maths, c'est pas du tout ça. L'histoire des maths, c'est un langage qui permet d'essayer de comprendre les grands problèmes du monde, à commencer depuis la géométrie pour les Égyptiens, c'était tout simplement calculer la surface des champs. Et puis à travers toute l'évolution des maths au XVIIe siècle, il y a eu énormément de recherches et ça a été les liens avec la physique. On a vu avec Newton, même Gauss, qui était un des très grands mathématiciens, c'était un physicien, Poincaré, énormément de sources d'inspiration, de branches entières des mathématiques sont apparues à travers la physique. Et maintenant, au XXe et XXIe siècle, ça a été aussi beaucoup l'informatique qui a créé des problématiques. Donc c'est d'une certaine manière, au XXe siècle, ça a été deux façons un peu spécialisées de faire des mathématiques, mais il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux. Et les deux cèdent l'une l'autre. D'un côté, on découvre des nouvelles branches et de l'autre côté, ces branches se raffinent dans l'abstraction et c'est ce qu'on appelle le plus souvent les mathématiques pures. Bon, c'est génial. Si on essaie de trouver un fil conducteur de votre carrière qui est encore extrêmement active, on est assez curieux justement d'avoir votre point de vue sur l'intelligence artificielle, on vous interrogera là-dessus tout à l'heure et puis bien sûr on aura les questions de tous les passionnés qui sont dans la salle, mais il y a le traitement du signal, une représentation graphique de l'information, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement ce que sont les ondelettes qui sont au cœur de vos recherches au départ de votre carrière? Oui, alors au départ, le traitement du signal, donc les signaux, c'est quoi? C'est des données sous forme numérique et on en voit absolument partout. C'est des images, c'est des sons, c'est des données médicales, informatiques, de toutes sortes. Et une des grandes questions qui est apparue, d'abord, ça a été d'améliorer la qualité de ces données, de les stocker, de pouvoir les transmettre, puis ensuite, avec l'intelligence artificielle, de les analyser. Et au cœur de ces questions, là, un des éléments fondamentaux qui apparaît, c'est d'être capable de décrire l'information de façon parcimonieuse, avec le moins de structures possible, d'une certaine manière, le moins de coefficients possible. Une des grandes applications au départ, ça a été tout simplement la compression d'images, et puis aussi pour améliorer la qualité en les séparant du bruit. Et c'est là que les ondelettes ont commencé à jouer un rôle fondamental. Alors, ces ondelettes, et c'est ça qui est intéressant à nouveau dans ce lien entre maths pures et maths appliquées, au départ, comme c'est souvent le cas, les idées sont apparues dans des domaines d'application, sont apparues en physique, sont apparues par des idées d'ingénieurs qui essayaient de comprimer des signaux. Et l'idée, c'est que, un peu comme on peut le faire pour la musique, comment est-ce qu'on décrit la musique? Eh bien, on la décrit avec des petites notes de musique
qui ont une certaine hauteur fréquentielle et des positions différentes et des durées différentes. On peut ainsi décrire assez efficacement un morceau. Eh bien, on peut faire la même chose, évidemment, pour les sons, mais aussi quand on commence à essayer de comprendre la nature mathématique de ces petites notes de musique, on se rend compte que n'importe quel son peut se représenter de cette façon-là, mais aussi n'importe quelle image et en fait n'importe quel type de signaux. Et ces ondelettes, quand il s'agira par exemple d'images, elles vont représenter les variations de l'intensité lumineuse. Donc quand vous avez une image avec un fond uniforme, par exemple le ciel, eh bien c'est un peu comme un silence musical, il n'y a pas de variation locale, donc vous n'avez pas besoin d'ondelettes. Là où vous aurez besoin d'ondelettes, c'est quand vous arrivez sur un contour, par exemple le contour d'un objet, il y a une transition brutale, et donc là vous aurez besoin de mettre des petites ondelettes pour décrire ce contour ou ces transitions, ou des textures. Et du coup, l'information, vous la mettez là où c'est important, et on s'est rendu compte qu'avec ça, on pouvait comprimer l'information de façon plus efficace. Et en même temps, on s'est rendu compte que finalement, il y a une théorie mathématique qui émerge, qui va avoir des implications dans bien d'autres domaines que le traitement du signal, y compris en mécanique quantique, ou pour explorer le sous-sol, en envoyant ces ondelettes dans le sous-sol, en les récupérant pour essayer de comprendre la nature du sous-sol. Donc, c'est un peu ça, pour moi aussi, la beauté des mathématiques, c'est que vous partez d'une application, il y a un concept qui émerge, et ce concept, une fois traité hors du contexte de l'application, va se retrouver dans énormément de domaines, ce qui donne une forme de généricité à ces idées qui est très belle, je trouve. C'est ce qui va nourrir aussi vos recherches, en tout cas votre appétit pour, entre autres, pour la physique. Alors, ces recherches, progressivement, elles vont vous amener, Stéphane, à la création d'une start-up. Est-ce que vous pouvez nous en redonner l'idée, la genèse, peut-être les interrogations que vous avez eues à ce moment-là? Et puis ensuite, on ira vers les liens entre chercheurs et ingénieurs. Alors, la start-up, elle est née un peu comme souvent la recherche, par une idée qui est un peu naïve. Il y a un étudiant de thèse qui avait eu un très beau résultat au cours de sa thèse, qui permettait justement de représenter des images de façon plus efficace qu'avec des ondelettes, au lieu d'avoir des petites ondelettes bien localisées, avec ce qu'on appelait à l'époque des bandelettes, c'est-à-dire des espèces de petites bandes qui permettent de décrire la géométrie de l'image. Et donc, à partir de là, on pouvait comprimer plus efficacement des images. Et à l'époque 2001, c'était le moment où il y avait des goulots d'étranglement sur les canaux de transmission, des problèmes de stockage. Donc comprimer plus efficacement, ça avait une valeur potentiellement très importante. Et donc on s'est dit, l'idée, c'était de prendre ce théorème, ce résultat, et finalement le suivre jusqu'à en faire un produit potentiellement grand public. Alors j'ai dit naïf au départ parce qu'on part d'une idée, on a l'impression que ce pont va se faire simplement. En fait, non. Non seulement ce pont se fait pas simplement, mais en cours de route, on se rend compte que c'est pas la bonne idée et qu'il va falloir tourner. Et donc au départ, l'idée, c'était de représenter les images pour les comprimer. En fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que quand vous avez un standard JPEG, puis JPEG 2000 qui est avec des ondelettes qui est gratuit, construire une entreprise autour d'un algorithme payant, ça va être compliqué. Et puis, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'un des grands enjeux, c'était la télévision haute définition. C'était le moment où les écrans plats apparaissaient partout, dans toutes les grandes enseignes. Vous alliez dans une grande enseigne pour acheter votre écran plat, vous aviez une image superbe, vous rentriez à la maison, l'image était ignoble. Pourquoi ? Parce que l'image que vous récupériez, c'était une image de télévision de format standard à l'époque qui n'était pas haute résolution. Donc, il fallait être capable de construire des images haute résolution à l'intérieur du téléviseur. Et on s'est rendu compte que ce genre de technique qui permettait d'extraire la géométrie permettait de construire des images haute résolution à partir d'images basse résolution. Mais pour faire ça, il fallait développer des chips parce qu'il fallait faire ça en temps réel. Et puis, pour un marché grand public, ça veut dire une chip, ça doit coûter quelques dollars. Donc, du coup, il fallait avoir une implémentation très efficace.
On n'avait jamais vu de transistor de notre vie. Et là aussi, un peu naïvement, on s'est dit, bon, finalement, l'informatique, semi-conducteurs, tout ça, c'est assez similaire. On s'est lancé et on a travaillé avec des experts de semi-conducteurs et on a développé la société dans ce domaine. Et vous parliez du lien entre recherche et entrepreneuriat. Ouais, vous avez l'air épanoui quand vous en parlez. Vous avez vu qu'il y avait plus de similitudes que ce qu'on peut imaginer parfois, c'est ça? Oui, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'en étant chercheur, en fait, c'est une très bonne préparation pour être entrepreneur. Parce que il faut être capable de se lancer sans certitude, avec ce degré de naïveté qui fait qu'on se dit que l'idée qu'on a, c'est une bonne idée et on avance. Et en même temps, cette capacité de ne pas se taper la tête contre les murs quand l'idée ne marche plus et de tourner, ne pas y être trop accroché. C'est aussi un enjeu de séduire pour lever des fonds. C'est un problème pour les chercheurs, c'est un problème pour les entrepreneurs. C'est aussi la capacité de s'entourer de gens qui sont très bons. Dans une start-up, tout comme dans la recherche, chacun fait la différence, va réorienter les choses différemment, ce qui est complètement différent par rapport à une grande entreprise. Alors maintenant, évidemment, il y a des différences, le marketing, les aspects commerciaux quand la société se développe, mais au départ, il y a beaucoup de points communs qui fait que finalement, faire un doctorat, c'est de fait une très bonne préparation pour devenir entrepreneur. C'est-à-dire ne pas se décourager, savoir s'entourer, séduire, et puis être persévérant. Oui, se lancer, et puis c'est la même ambition finalement, c'est de devenir potentiellement le meilleur, la meilleure équipe sur certes un domaine limité, mais qui a un potentiel d'impact le plus important possible. C'est à la fois le rêve du chercheur et le rêve de l'entrepreneur. Il y a une différence qu'on voit apparaître, c'est au moment où il faut réaliser un produit. Et c'est là où il y a peut-être une différence qu'on ne voit pas souvent entre travailler comme chercheur et travailler comme ingénieur. En apparence, il y a beaucoup de similarités. Vous allez travailler sur le même type de problème, par exemple faire de la compression d'image ou améliorer la qualité de l'image, mais la méthodologie va être très différente. Si vous êtes chercheur, votre but, c'est de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le problème, récupérer l'état de l'art, puis vous dire, bon, ils n'ont rien compris, c'est complètement différemment qu'il faut faire. Et 3 ans après, vous aurez peut-être une idée qui, potentiellement, dans quelques années, arrivera à quelque chose qui marche vraiment et que vous publierez. Alors qu'un ingénieur, lui, il a 3 mois pour faire quelque chose qui marche. Et là, évidemment, le rapport au temps est totalement différent et vous ne pouvez pas du tout avoir la même approche. Vous allez prendre des choses qui marchent et ensuite les modifier. C'est un métier qui est tout aussi créatif, mais où vous devez limiter le risque, alors qu'au contraire, le chercheur doit prendre le plus de risques possible pour essayer de faire quelque chose de différent. Et vous êtes très contraint dans le temps et ça fait partie de la créativité du métier, alors qu'au contraire, le chercheur travaille sur le temps long. Donc les sujets en apparence sont les mêmes, mais la démarche est profondément différente et il nous a fallu beaucoup de temps pour passer de la recherche à un travail d'ingénieur. Pendant longtemps, on s'est comporté comme des chercheurs. Ça voulait dire qu'on n'arrivait jamais à faire les choses à temps pour les clients. Et on a fini par comprendre qu'il fallait travailler différemment. Donc ça a été une des richesses pour toute l'équipe. C'est une équipe de la Heatwave, donc cette société. On était 4. On a fait ça avec 3 anciens de mes doctorants. Et donc, on a tous appris le métier d'ingénieur et puis tous les métiers de l'entreprise en même temps. C'est absolument génial de lancer une aventure avec ses doctorants. Ça me rappelle un peu l'histoire d'une personne d'ailleurs qui a quelques mètres d'ici, Alain Aspect, qui était un de nos invités l'année dernière et qui, avec certains de ses étudiants, pour les aider, s'est lancé dans l'aventure Pascal et est devenu un start-upper. Et c'est très communicatif. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi d'avoir votre avis, alors qu'on parle énormément d'intelligence artificielle. On en a parlé ce matin avec Marie-Paule Cagny, et Marie-Paule, elle nous expliquait
que l'intelligence artificielle doit rester un outil pour nous aider à créer et pas aller vers une apocalypse créative, pour reprendre une image de l'apocalypse cognitive qu'on redoute tant en ce moment, lorsqu'on laisse tout simplement, je vais parler un tout petit peu de mes filles, ChatGPT faire les devoirs de maths à leur place, mais où on peut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre, appréhender les mathématiques. Et je voulais savoir en quoi, justement, l'IA peut aider à mieux comprendre les maths et peut-être les rendre plus intéressantes. Pourquoi on ne doit pas redouter cette apocalypse cognitive, c'est-à-dire une IA qui pense à notre place. Et vous l'avez développé à travers différents outils comme Matadata. Quelle est votre croyance en fait sur cette révolution? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Je vais peut-être commencer par les maths et l'IA. Ce qui est spectaculaire avec les résultats qu'on voit actuellement avec les réseaux de neurones, c'est qu'on comprend comment ça marche au sens informatique, mais on a beaucoup de mal à comprendre les performances de ces systèmes. Les performances de ces systèmes sont une grande surprise. Personne n'imaginait qu'il y aurait des systèmes capables de reconnaître le visage mieux qu'un humain en 2010. 5 ans après, personne n'imaginait qu'il y aurait des systèmes de langage capables de converser avec vous, comme c'est le cas avec ChatGPT. Et ça a été une conséquence, certes, d'amélioration des algorithmes, mais aussi de la taille qui a grandi considérablement, la taille de ces réseaux de neurones, qui ont fait émerger des propriétés auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, comprendre les mathématiques et les performances de ces algorithmes, ça, c'est un des grands défis des maths actuellement. Et c'est un très beau problème qui fait émerger des maths de nature nouvelle. C'est ce qu'on appelle les maths de la grande dimension. C'est des maths qui concernent des systèmes complexes avec énormément de paramètres. Et là, il y a de très belles questions. Alors, vous parliez du lien entre... il y a beaucoup de choses dans votre question. Mathématiques et éducation. Et donc, entre maths et éducation... alors, l'éducation... Il y a deux côtés à cette question. L'éducation des mathématiques, et notamment au lycée et au collège, est actuellement en crise. C'est une crise qu'on connaît à travers la baisse de niveau de la France dans toutes les enquêtes internationales. Actuellement, la France, il faut bien le réaliser, est tout en bas des pays européens et des pays de l'OCDE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a accueilli des jeunes Ukrainiens, typiquement, ils avaient 1 an d'avance par rapport à des élèves français. C'est le cas maintenant de jeunes venant un peu de partout, donc il y a une vraie crise. Cette crise, elle vient, il y a beaucoup de raisons derrière, mais ça a aussi été une forme d'excès de formalisme dans l'enseignement des maths, qui fait que avec la diversité de plus en plus grande des élèves, on observe une baisse de motivation, beaucoup moins de jeunes filles qui veulent faire des mathématiques. Donc il y a un enjeu, c'est de remotiver les enfants, les jeunes dans les lycées et les collèges pour faire des maths et leur donner un accès intuitif à l'abstraction, que l'abstraction ne soit pas vue comme un plat de fond de verre inabordable, comme on le voit dans des témoignages d'une récente consultation citoyenne sur les maths. Et pour ça, eh bien, à nouveau, il faut faire le lien entre le monde et les maths. Et l'IA est maintenant très présente pour beaucoup de jeunes à travers leur téléphone portable, l'utilisation de ChatGPT, etc. Et donc montrer que derrière les maths, derrière l'intelligence artificielle, il y a des maths et que pour comprendre l'intelligence artificielle, il faut passer par les maths. Et notamment avec les maths du lycée, on arrive à comprendre les grands principes de l'IA. C'est une façon d'aider, de faire émerger une grande partie du programme de mathématiques du collège et du lycée. C'est ce qu'on fait avec Matadata. Et de proposer des TP où on a une expérience des mathématiques qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus motivante, je disais, proche d'applications et de problèmes qui peuvent intéresser des jeunes. Maintenant, l'IA a aussi un impact majeur sur l'enseignement
puisque la plupart des jeunes lycéens et collégiens maintenant font leurs devoirs avec ChatGPT. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus enseigner en donnant des devoirs à la maison, et ça perturbe, en tout cas ça déstabilise de plus en plus les professeurs de l'éducation nationale, puisque les élèves ont éventuellement leur portable en cours où ils peuvent voir directement la réponse de ChatGPT à des questions posées par le professeur. Ça pose aussi des questions sur pourquoi est-ce que je devrais apprendre tout ça à partir du moment où une IA est capable de donner des réponses. Donc toutes ces questions-là, elles sont fondamentales parce qu'on sait que tous ces systèmes, non seulement ils font des erreurs, mais en plus, ils n'ont pas d'interaction avec le monde. La seule interaction qu'ils ont sont à travers des écrits qu'on a déjà donnés. Donc on a besoin de faire le lien entre les problèmes du monde et leur formalisation avant de pouvoir même utiliser ce genre d'outils. Et donc c'est totalement fondamental que ces jeunes élèves acquièrent les fondamentaux, évidemment du français, de la littérature, mais aussi des mathématiques, et ne soient pas inhibés par ces outils d'IA. Donc là, il y a un vrai travail pédagogique qui est fait par les enseignants. Le côté positif, évidemment, c'est qu'on peut utiliser ces systèmes pour faire du tutorat personnalisé. Moi-même, chaque année, je dois donner un nouveau cours au Collège de France, donc je dois apprendre des nouveaux chapitres de maths, et j'utilise les LLM pour accéder aux grandes idées derrière ces chapitres de maths, avant de rentrer dans le détail des bouquins de maths, parce que ça devient très technique. Donc c'est des outils formidables. En même temps, dans l'enseignement et dans les maths, il y a quelque chose de très émotionnel. On apprend pour un professeur, on apprend en lien avec un professeur. On n'apprend pas directement face à un ordinateur, on l'a vu pendant le Covid. Et donc, il faut comprendre comment utiliser ces outils. En même temps, il n'y a aucun doute sur le fait que ça ne remplace pas les professeurs. Donc, ce rôle de l'IA dans l'enseignement, c'est un exemple du rôle que l'IA peut avoir dans la société et qui montre à quel point il est important de s'adapter sans être complètement naïf, sans penser effectivement qu'il y aura un remplacement. Alors, vous parliez de la créativité. Ça, c'est encore un autre sujet, mais qui est évidemment fondamental. Est-ce que ces systèmes sont créatifs ? La réponse, pour moi, c'est oui. Pour moi, il n'y a pas de doute, au sens où, si vous regardez, par exemple, les stratégies des jeux de Go ou des jeux d'échecs, ils ont été véritablement révolutionnés par ces systèmes. Des stratégies extraordinairement surprenantes sont apparues avec des systèmes d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Simplement parce que le principe de ces systèmes, c'est qu'ils vont partir d'une source aléatoire qui peut les amener un peu n'importe où, et ensuite, ça va être un système d'optimisation qui va les amener vers une solution qui va bien performer. Donc, suivant l'endroit où ils partent, ils peuvent aboutir à des solutions qui sont totalement différentes et qui, d'une certaine manière, sont des solutions nouvelles et donc créatives. Dans le cas de la musique, on voit maintenant énormément, par exemple sur Spotify, les pourcentages estimés de morceaux de musique produits par IA sont de l'ordre de 30%. Ça progresse régulièrement. Et ça progresse régulièrement. Là où il y a une vraie limitation, c'est qu'à nouveau, ces systèmes n'interagissent pas avec le monde. Or, l'évolution de la musique, c'est aussi une évolution de ce qui intéresse les jeunes, parce que beaucoup de consommateurs de musique sur ce genre de système sont jeunes. Et donc, il faut être présent dans le monde. Quand on fait de l'art, on n'est pas simplement un technicien de la musique, on n'est pas simplement un technicien de la peinture, on est aussi à l'écoute de la société. Et on est aussi en train à travers son art, de reposer des questions sur la société. Et ça, ce sont des choses que les IA sont évidemment incapables de faire, car elles n'ont pas accès à cette interaction humaine avec la société. Donc,
si vous prenez un domaine fixé comme le rap, vous allez avoir plein de morceaux de rap. L'évolution des types de musique et donc les transitions profondes, là, sont des systèmes qui n'apportent pas de réponse pour ce genre de choses actuellement. J'ai encore énormément de questions à vous poser sur l'éducation, mais je voulais terminer, et puis surtout on laissera la parole à toutes les personnes qui sont avec nous, sur l'évolution possible de l'intelligence artificielle. Yann Lequin a déclaré, donc qui s'est longtemps occupé de l'intelligence artificielle chez Meta, donc la maison mère de Facebook, et prix Turing, que les modèles de langue qu'on connaît actuellement sont plus bêtes qu'un chat de gouttière, plus bêtes qu'un enfant de 4 ans, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est la gravité, le chaud, le froid, la douleur. Et est-ce que si on franchit une nouvelle étape, comme ce qu'il aimerait bien faire avec une représentation du monde, on pourrait avoir une intelligence artificielle peut-être plus riche, plus créative? Petite parenthèse, le jeu de Go, AlphaGo, ça me parle parce que j'avais pu y aller pour le point en Corée lorsque le programme AlphaGo a battu un des meilleurs joueurs de Go, donc Lee Sedol. Et en fait, effectivement, comme vous le dites, ça a surpris parce que le fameux coup 37, personne ne l'avait vu venir. Est-ce que les progrès que vous voyez dans l'intelligence artificielle, enfin, vers où l'IA pourrait nous emmener à l'avenir? C'est cette question que je voulais vous poser, Stéphane. Alors d'abord, je voudrais tempérer quand même les propos de Yann. Les LLM sont très impressionnants. Ils sont très impressionnants et très surprenants. Actuellement, avec des LLM, sont capables d'avoir la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Donc je ne qualifierais pas ça de l'intelligence d'un chat de gouttière. C'est quand même des résultats qui sont spectaculaires. Les capacités de raisonnement, même s'il y a des erreurs qui parfois sont des grosses erreurs faites par ces systèmes, sont assez remarquables. Mais si jamais vous prenez la notion d'hallucination, si vous faites passer un examen à un étudiant qui n'a pas appris son cours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner la réponse la plus probable selon lui à la question sur un sujet auquel il ne connaît pas grand-chose, et il va halluciner de la même manière qu'un LLM hallucine. Et tout comme chacun de nous bluffe dans certaines conversations et hallucine. Donc non, je ne dirais pas que les LLM sont stupides, loin de là. Ils ont des capacités remarquables de généralisation, et actuellement, personne n'est vraiment capable de définir les limites de ces systèmes. Ceci étant, Yann a tout à fait raison sur le fait qu'il y a des vraies problématiques sur la compréhension du monde physique autour de nous. Et pour moi, une des très grosses révolutions qui est en train de se préparer, c'est l'arrivée de la robotique. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, essentiellement, toutes les informations qui arrivent à ces systèmes sont des informations essentiellement textuelles qui ont déjà été traitées par des humains. Il y a bien sûr des images, des vidéos, mais ce que vous allez avoir dans un futur assez proche, c'est une quantité considérable de robots qui vont acquérir énormément d'informations par des senseurs qui vont bien au-delà de notre propre vision, allant sur d'autres gammes de fréquences. Et toutes ces informations vont pouvoir être traitées par ces systèmes qui, en plus, auront la possibilité d'agir sur le monde en donnant des instructions à ces robots. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il y a la possibilité d'accéder pour un système comme ça à la notion de causalité. Pour avoir accès à la causalité, il faut pouvoir donner une instruction, voir l'impact sur le monde et voir le résultat. Ça, c'est quelque chose que les systèmes n'ont pas actuellement et vont pouvoir avoir. Donc, pour moi, la révolution qui est en train de se préparer, c'est la robotique. Pour l'instant, on a une forme de monopole sur l'interface avec le monde. Ce monopole, d'une certaine manière, on va le perdre avec l'arrivée de la robotique. La capacité de ces systèmes d'intelligence artificielle va probablement beaucoup augmenter. Mais pour moi, c'est plus une conséquence de ça que, bien sûr, il y aura des grosses améliorations algorithmiques, mais si vous regardez l'histoire de ces réseaux de neurones,
Qu'est-ce qui a fait que leur performance a augmenté considérablement? Il y a eu certes des très belles idées algorithmiques, mais il y a eu surtout une augmentation considérable des capacités de calcul et de mémoire. Et aussi, augmentation considérable de données. Et c'est ce qu'on va voir arriver avec la robotique. C'est passionnant. Peut-être on va ouvrir les questions. Merci beaucoup pour cet échange très très intéressant. On a le temps, quelques petites questions dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on va vous faire passer un micro. Voilà, les hôtesses arrivent. Il y a une question devant, s'il vous plaît. Voilà, parlez bien dans le micro et on va vous répondre. Allez-y. Donc en parlant d'IA et de créativité, j'ai vu récemment qu'il y avait la publication de démonstration de plusieurs théorèmes mathématiques grâce à l'intelligence artificielle avec l'équipe d'Axiom. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour moi, la recherche, c'est un désir de comprendre, mais aussi peut-être de trouver. Est-ce qu'on devrait trouver un équilibre entre le désir d'avancée scientifique et une certaine authenticité humaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez raison, ça c'est une très bonne question. L'évolution au cours de la dernière année sur les maths est absolument considérable. En 1 an et demi, on est passé de systèmes capables de faire des maths, je dirais, assez primitives avec beaucoup d'erreurs, à des systèmes capables de faire des maths vraiment à la frontière de la recherche. Alors actuellement, l'utilisation se fait beaucoup en partenariat avec des chercheurs, c'est-à-dire que c'est une aide à la recherche et c'est une aide très efficace. À nouveau, il y a 6 mois, l'ensemble de la communauté mathématique ne s'intéressait pas à ce problème. Actuellement, beaucoup de mathématiciens maintenant commencent à travailler avec ça. Et donc, bien sûr, vous avez raison, la question immédiatement d'après, c'est est-ce que ces systèmes vont devenir potentiellement aussi performants, voire plus performants que nous-mêmes comme mathématiciens. Alors, sur des questions très techniques, pour l'instant, ces systèmes sont très efficaces. Là où il y a une grosse difficulté, c'est de poser des questions intéressantes et de faire des transitions, autrement dit d'introduire des idées véritablement nouvelles dans une démonstration. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et là, vous avez vraiment 2 écoles. D'un côté, un mathématicien comme Tao, lui, pense que ce sont des outils qui vont rester des aides essentiellement pour l'humain, mais est-ce que ça va nous forcer à nous concentrer sur des travaux véritablement originaux par opposition à un travail technique? Vous en avez d'autres, comme Gowers, qui, lui, dira, mais l'évolution au cours des quelques dernières années était imprévisible. Qu'est-ce qui nous dit que ces systèmes ne vont pas être effectivement capables de faire ces sauts conceptuels, d'être capables de poser des questions véritablement profondes sur les mathématiques? Et donc, on est à une frontière qui est vraiment difficile. Une chose est sûre, c'est que ces systèmes deviennent des partenaires pour les mathématiciens actuellement. On peut encore prendre 1 ou 2 petites questions. Monsieur, le micro et les... Voilà. Oui. Monsieur, voilà, allez-y. Bonjour, une question suite à votre expérience sur le semi-conducteur. Donc vous aviez fait les Heatwave à l'époque. Si vous aviez à refaire les Heatwave autour de l'IA, vous feriez quel genre de semi-conducteur? Alors, autour de l'IA, un des très gros problèmes, c'est la consommation énergétique. Et donc on peut imaginer des algorithmes plus efficaces, mais je pense qu'une des sources les plus importantes de gains énergétiques, c'est probablement le passage de l'électronique numérique à l'électronique analogique. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup moins consommateur d'énergie, mais par contre très peu fiable. Et c'est pour ça que l'électronique digitale a essentiellement remplacé dans la plupart des applications l'électronique analogique. Mais dans le cas d'électronique analogique, le fait même que ce soit des systèmes qui apprennent, ça veut dire qu'il y a la possibilité de s'adapter à l'imprécision des composants d'électronique analogique. Donc,
Ma réponse serait que si je devais repartir dans le monde du semi-conducteur, ce serait probablement vers l'électronique analogique. Actuellement, c'est très risqué. Il y a peu de systèmes qui fonctionnent. Mais je pense que c'est vraiment un des domaines d'avenir. Et si on le compare à la biologie, eh bien, on voit que l'enjeu, c'est vraiment d'avoir des composants énergétiques des composants de calcul beaucoup moins énergétiques. Un aspect totalement remarquable de notre cerveau, c'est qu'il utilise très peu d'énergie. Une autre question, madame. Il n'y avait pas quelqu'un? Non, madame, alors, allez-y. Oui, ce n'est pas une question, c'est une suggestion. Ne peut-on pas dire de la peinture qu'elle est anticipatrice et qu'elle crée des mondes? Dans ce sens, l'IA serait un peu absente? Oui, mais anticipatrice, donc elle est anticipatrice en lien avec la société. C'est-à-dire que quand on regarde les courants artistiques, ce sont des courants qui évoluent directement en lien avec la société. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. De ce point de vue-là, l'IA n'a pas ces capacités. Il y a eu des premiers pièces d'art qui ont été produites et vendues par l'IA. Et ce qu'on a vu, c'est que très vite, le marché de l'art les a refusés. C'est-à-dire après les premières ventes de Christie, ça s'est arrêté. On peut se dire aussi que ce n'est pas que pour des raisons artistiques, mais pour des raisons économiques. Parce que le marché de l'art se protège et l'IA, d'une certaine manière, c'est la possibilité d'avoir une production absolument énorme d'œuvres qu'on ne veut surtout pas qualifier comme œuvres d'art si vous voulez protéger la valorisation de vos propres œuvres sur le marché de l'art. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui vont bien au-delà de simplement des notions artistiques qui font qu'on pourra ou pas considérer ça comme de l'art. On va prendre une dernière question. Monsieur, vous avez le micro. Allez-y, on vous écoute. Rapide, oui, s'il vous plaît. Je vais sortir du cadre de l'IA. Je voudrais revenir sur un débat légendaire entre physiciens et mathématiciens. Certains prétendent que la réalité ultime du monde est physique. D'autres prétendent qu'elle est mathématique. Quel est votre point de vue sur la question? Vous avez 1 minute. Je prendrais, d'une certaine manière, comme je disais, un point de vue historique. Si vous regardez les grandes idées mathématiques, elles ont émergé du monde. Elles n'ont pas émergé de pure abstraction. Les grandes branches des maths, si vous prenez l'analyse harmonique, ça a été pour Fourier, théorie de la chaleur. Si vous prenez, je parlais même de la géométrie, même de l'algèbre, etc. C'était pour faire du commerce, etc. Donc, certes, il y a une créativité extraordinaire en maths pure dans le monde des idées quand on y est, mais oui, j'ai tendance à penser que la plus grande source de créativité vient de l'interface avec le monde, même si à nouveau on peut avoir une grande créativité dans le monde de l'abstraction pure, mais c'est vraiment main dans la main pour moi que les deux doivent avancer. Merci beaucoup Stéphane Malat. Merci beaucoup. Merci Guillaume également. Merci pour vos questions. Voilà, la dernière session de la journée va suivre et elle s'annonce assez unique puisque nous allons accueillir une personnalité absolument incontournable de la science française, quelqu'un qui a littéralement changé notre manière de voir la cuisine. Ce sera une rencontre aussi scientifique que spectaculaire, vous allez voir. Rendez-vous avec Hervé Tisse, l'inventeur de la gastronomie moléculaire. À tout de suite.